Bienvenue sur Réveil africain, ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Dans les coulisses feutrées d'un palais présidentiel, là où tout semble sous contrôle, une trahison glaçante s'est nouée. Méthodique, silencieuse, déposée par une main déterminée et un cœur brisé par la guerre. Ce soir-là, le président Ibrahim Traoré a frôlé la mort. Une seule balle, froide et précise, aurait pu faire basculer le destin du Burkina Faso. Mais cette balle portait bien plus que de la poudre. Elle portait un secret, une vengeance et une douleur que personne n'avait vu venir. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'était pas seulement une tentative d'assassinat. C'était un duel invisible entre l'ombre et la lumière, entre l'obéissance aveugle et le courage de choisir l'humanité. Un traître avait tenté d'assassiner Ibrahim Traoré, en silence. Tout semblait pourtant normal, calme, presque trop. Dans la maison présidentielle, les lumières étaient allumées, les gardes postés comme à l'accoutumée et l'atmosphère était sereine. Mais derrière cette tranquillité apparente, une tension invisible planait. Une femme était déjà à l'intérieur, Djerta. Elle était entrée 1 heure plus tôt en se faisant passer pour une infirmière, munie d'une fausse carte d'identité. Elle avait prétendu devoir vérifier l'état de santé d'un membre du personnel convalescent. Ce n'était pas sa première visite. Les gardes l'avaient assez déjà vu, l'avaient reconnu et l'avaient laissé passer sans poser de questions, sans inspecter son sac. Dans ce sac pourtant se trouvait une petite arme noire équipée d'un silencieux. Elle connaissait parfaitement les lieux, savait quelles caméras fonctionnaient encore et lesquelles étaient d'hors service. Elle avait été formée pour cela. Elle marcha calmement dans les couloirs, traversa la cuisine, monta les escaliers jusqu'au 2e étage. Son objectif était clair. La chambre 2D, le bureau privé du président, elle avait reçu des instructions précises. À 22h13, elle devait appuyer sur la détente bruyante puis sortir discrètement par la porte arrière qui serait déverrouillée de l'intérieur par un complice proche du président lui-même. Mais Djerta n'était pas la seule à observer. Dans la salle de contrôle, Hamidou, un jeune informaticien de l'équipe de sécurité, surveillait les écrans. Il était distrait, lassé par la routine, jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Une caméra venait de s'éteindre. Intrigué, il consulta les registres. Une personne était passée dans la zone concernée, mais aucune trace d'enregistrement. Il chercha l'identité correspondant à la carte de la prétendue infirmière. Rien, elle n'existait pas. Le rythme de son cœur s'accéléra. Cette femme n'était pas censée être là. À ce moment précis, dans ces quartiers, le président Traoré venait de terminer une longue réunion avec ses officiers supérieurs. Fatigué, le dos douloureux, il s'était servi une tasse de thé et s'était installé à son bureau pour consulter des rapports confidentiels sur les attaques récentes dans le Nord. Il ne savait pas qu'une tueuse marchait déjà dans sa maison. Il ne savait pas qu'un de ses proches collaborateurs avait trahi sa confiance. Djerta atteignit le haut des escaliers. D'un geste sûr, elle sortit de sa poche un petit appareil noir à bouton unique. Une simple pression et le signal serait envoyé, cible en vue. Son téléphone vibra, un message apparut. La porte s'ouvrira dans 2 minutes. Prépare-toi. Le nom de l'expéditeur s'afficha brièvement. Sanu, l'aide de camp du président. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais le réseau rebelle affirmait qu'il cherchait à se venger. Son frère avait trouvé la mort lors d'une opération militaire dans le Nord. Elle rangea le dispositif, posa la main sur l'arme dissimulée sous son manteau. Son esprit était vif, concentré, mais sa poitrine était oppressée par un poids invisible. Dans la salle de contrôle, Hamidou observait avec inquiétude. Il tenta d'alerter l'équipe de sécurité, silence. Il changea de canal, observa de nouveau les écrans, et soudain la vit, une femme seule, marchant dans la zone présidentielle sans escorte. Son sang se glaça. Il se précipita vers le bouton d'alarme, puis hésita. Était-ce déjà trop tard? Face à la porte du bureau présidentiel, Djerta posa le doigt sur la détente. À l'intérieur, elle entendait des pas, une voix au téléphone. Elle appuya sur le bouton de son appareil, signal envoyé. À 22h13, quelqu'un ouvrirait pour elle la porte latérale, quelqu'un de confiance. Elle consulta sa montre. Il restait 1 minute, puis elle entendit des pas rapides. Un bruit, puis le silence. Elle se retourna, personne, une ombre passa au fond du couloir. Elle fixa la caméra dans le coin, toujours éteinte. Mais elle ignorait que Hamidou avait activé le système de secours. Une caméra dissimulée venait de prendre le relais. Il voyait tout. Hamidou tenta à nouveau d'appeler le chef de la sécurité sans succès, puis son téléphone sonna. Numéro inconnu, ligne privée, c'était Sanou. Il lui dit d'un ton calme « Je sais qu'elle est là, ne panique pas, gagne-nous 3 minutes !» Hamidou murmura « Elle est devant la porte, elle a une arme. » Sanou répéta « 3 minutes », puis la ligne coupa. Hamidou, sans perdre de temps, quitta la salle de contrôle, sans arme, avec une seule idée, prévenir le président avant que le coup de feu ne parte. Dans le bureau, Traoré se leva pour aller chercher un dossier dans l'armoire. Il s'arrêta. Un bruit discret derrière la porte. Il se retourna, la poignée bougea, lentement, silencieusement.
La porte s'ouvrit, Djerta entra, arme levée, calme, focalisé, le président resta immobile. Leurs regards se croisèrent, elle s'avança d'un pas. Mais quelque chose se brisa en elle, en le regardant, elle ne vit pas un homme effrayé, elle vit un homme épuisé, pas faible, humain. Il parla, « Je sais pourquoi tu es là ». Elle resta silencieuse. « Tu crois que tu es venu pour sauver une vie, mais cette pièce porte le poids de millions. » Elle murmura, « Ma mère est en train de mourir, ce pays aussi. » Il répondit d'une voix égale, « Et si tu pars, ils la tueront. » Elle hocha à peine la tête, « Si je ne le fais pas, ils la puniront. Et si tu me tues, ils la tueront quand même, c'est ce que ces gens font. » Silence, l'arme restait levée, mais elle ne tirait pas. Pendant ce temps, Hamidou atteignait le couloir. Il vit la porte ouverte. Il vit Djerta à l'intérieur. Il ne cria pas. Un bruit, et le tir pouvait partir. Alors il fit ce que personne n'aurait imaginé. Il fonça vers le panneau électrique et coupa le courant. Le générateur de secours mettrait 1 minute à s'activer. C'était suffisant. Le bâtiment tout entier sombra dans l'obscurité. Un silence absolu régna. On n'entendait que les respirations. Dans le noir, Djerta leva l'arme. Sa main tremblait. Un bruit, une chaise déplacée, puis la voix du président posée « Si tu devais me tuer, tu l'aurais déjà fait ». Elle ne répondit pas. Il continua « Tu as encore le choix ». Elle détestait ce calme. Elle avait appris à tirer, pas à ressentir. Mais dans le noir, elle ressentait tout. Son poignard s'affaissa, elle releva l'arme, elle haletait. Dans le couloir, Hamidou, caché derrière un meuble, prit une décision. Il enregistra un message d'urgence sur une ligne privée. « Intrusion, j'ai coupé les lumières, la cible est dans la chambre 2D. Intervenez ». Puis il se précipita vers le générateur. Dans l'obscurité du bureau, Djerta était assise, l'arme toujours en main. Elle parla doucement. « Ils m'ont dit que tu étais le mal. Ils m'ont montré des vidéos. Ils disent que tu laisses guère mourir les gens. » Il lui demanda « Tu les crois ?» Elle répondit « Je ne sais plus. » Puis elle lui demanda « Tu as une famille ?» Il dit simplement « Oui, ma famille, c'est chaque soldat revenu dans un cercueil, chaque enfant réfugié, chaque mère qui attend encore. » Ces mots la brisèrent. L'arme devint trop lourde. Au rez-de-chaussée, Sanou hésitait devant le générateur. La voix tremblante de Djerta, qu'il entendait ça à travers son oreillette, le fit douter. À la dernière seconde, il activa le système. Les lumières rouges s'allumèrent dans les couloirs et le bureau. Djerta et Traoré se faisaient toujours face. Mais quelque chose avait changé. Elle était figée, l'arme toujours en main. Mais ses yeux n'étaient plus en feu. Le président ne bougea pas. Il la regarda avec pitié. « Je ne suis pas un monstre » dit-il. Sa voix se brisa quand elle répondit « Alors pourquoi le monde continue-t-il de saigner ?» Il inspira lentement. « Parce que la paix est plus difficile à vendre que la vengeance. Mais si tu tires, tu ne l'arrêtes pas. Tu en deviens complice. » Elle ferma les yeux, longuement, puis elle expira. Elle baissa l'arme, elle lui échappa des mains, un bruit métallique doux, la porte s'ouvrit brusquement. Les gardes entrèrent, armes pointées. Hamidou était avec eux, haletant. Tous s'arrêtèrent. Djerta ne bougea pas. Ne tenta pas de fuir. Elle leva les mains et dit simplement « C'est fini. Je ne suis pas des leurs. » Le président s'avança, fit un signe aux gardes. « Emmenez-la, sans violence. » Hamidou la regardait encore sous le choc. Il venait d'assister à quelque chose d'inimaginable. Quelques instants plus tôt, la mort était inévitable. Et pourtant, il avait vu une femme choisir la vie. Plus tard, dans une salle froide, silencieuse, Djerta était assise sur un banc métallique, les mains menottées, mais l'esprit apaisé. Elle respirait lentement. Son regard n'était plus perdu, mais concentré, présent. Un coup discret à la porte. Elle s'ouvrit. C'était Hamidou. Il ne parla pas tout de suite. Dans sa main, un téléphone. Il s'approcha d'elle, puis lui tendit doucement l'appareil. « Ta mère ?» dit-il calmement. « Elle est en sécurité. On l'a retrouvée. » Les yeux de Djerta s'emplirent. Elle bredouilla. « Comment ?» Hamidou s'assit à côté d'elle. Il expliqua que le réseau de Sanou s'était effondré dès l'instant où elle n'avait pas tiré. Sanou avait tenté de fuir, mais ils avaient retracé sa route, remonté sa piste et découvert la planque où était cachée sa mère. Djerta leva les yeux vers lui, bouleversé. « Pourquoi tu me dis ça ?» Il haussa les épaules, sans arrogance. « Parce que tu n'as pas tué le mauvais homme. Tu as failli, mais faillir, ce n'est pas tuer. » Elle détourna les yeux. Un silence épais s'installa. Puis Hamidou reprit, avec gravité. « Maintenant, peut-être qu'il est temps que des gens comme nous arrêtent d'attendre des sauveurs et commencent à en devenir. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme une claque douce mais nécessaire, une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. Sanou, quant à lui, disparut. Il ne laissa aucune trace. Mais son nom continuait de circuler dans les ruelles, les forums cryptés, les chuchotements. Pour certains, il était un traître. Pour d'autres, un lâche. Peut-être n'était-il qu'une âme perdue de plus, engloutie par une guerre qui dévorait tout sans jamais vraiment prendre fin. Le président Traoré, lui, ne fit jamais de déclaration officielle concernant cette tentative d'assassinat. Pas un mot sur la trahison, rien sur la nuit
où il avait failli mourir. Il reprit simplement son travail avec le même calme, la même détermination. Quelques jours plus tard, on le vit dans le nord du pays en train de décharger de ses propres mains des caisses de médicaments. Il parlait aux villageois doucement, sans discours, sans caméra. Il avait les yeux fatigués mais le regard présent. Djerta ne fut plus vue en public. Officiellement, elle resta en détention. Mais des rumeurs venues de l'intérieur parlaient d'un transfert discret dans un lieu sécurisé sous protection de l'État. On disait qu'elle travaillait désormais dans l'ombre, utilisant ses connaissances closes pour démanteler le même réseau qu'il avait autrefois recruté. Elle, la traîtresse repentie, la survivante silencieuse. Hamidou, lui, ne retourna jamais à la salle de contrôle. Il ne demanda aucune promotion. Pourtant, on lui confia un rôle rare, celui de voix de confiance. Quelqu'un à qui on ne confiait pas seulement des responsabilités, mais l'avenir. Et peut-être est-ce là le vrai miracle de cette nuit. La balle n'a pas été tirée. Et parfois, la plus grande force n'est pas de presser la détente, mais d'avoir le courage de ne pas le faire. Dans un monde saturé de bruit, de colère et de mensonges, il existe toujours un moment silencieux, intime, de choix. Et ce choix, lorsqu'il est pris au bon moment, peut changer tout le cours de l'histoire. Si cette histoire t'a touché, fait réfléchir ou tenu en haleine jusqu'à la dernière ligne, clique sur j'aime, abonne-toi pour découvrir d'autres récits puissants et partage-la avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. Merci d'avoir lu. Reste fort et n'oublie jamais, tes choix comptent.